Donc Léa Cooper, qui appartient au FDLUT, qui est créatrice de la commission antiracisme qu'on a au niveau du FDLUT. Donc on est tout petit, on vient à peine de commencer, mais et donc là elle va nous proposer une analyse sur les émeutes racistes et fascistes qu'il y a eu en Grande-Bretagne et les parallèles qui peuvent être faits et comment ça a pu être instrumentalisé là-bas, car c'est quand même juste à côté de chez nous aussi, et que ça a eu des liens avec la France, mais je la laisserai elle expliquer mieux que moi le sujet. Donc merci à tous d'être venus aujourd'hui dans le cadre de ces conférences sur l'instrumentalisation de nos luttes par l'extrême droite. Donc comme ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est mon premier gros travail dans le cadre du coup de la commission antiraciste du Havre des Luttes. C'est un sujet qui m'a particulièrement touchée. Bon, déjà parce qu'il faut l'analyser dans le contexte antiraciste qu'on veut essayer de peaufiner ici au sein du collectif et puis même plus largement en France. Donc déjà, il y a ce point-là que je tenais à rappeler. Et puis, on va dire de manière plus émotionnelle, parce que du coup, la Grande-Bretagne est mon pays natif. Donc, évidemment, c'est des événements qui m'ont particulièrement choquée et dont j'avais besoin de faire ce travail pour un peu me faire sentir bien. L'effet a été plutôt inverse, on va pas se mentir. Par contre, je pense que c'est effectivement un travail nécessaire et c'est ce que je voulais présenter du coup aujourd'hui avec vous. Je me suis plutôt focalisée sur les problèmes de ces événements, notamment sur la désinformation, qui pour moi est le sujet un petit peu au cœur de ces violences racistes qui ont eu lieu cet été, donc sur l'ensemble du territoire du Royaume-Uni. Donc, ce qui a été très difficile à démêler, justement, c'était l'information correcte et l'information fausse, n'est-ce pas? Donc, j'ai essayé de sourcer un maximum ce que je vais dire. Mais bien sûr, c'est un travail en cours, c'est une enquête en cours. Et donc, j'espère que les informations resteront justes. Mais je vous invite, du coup, à vous informer sur le sujet et à faire attention, surtout à ce que vous pouvez lire dessus. Donc, la série des émeutes racistes en Grande-Bretagne cet été, je vous le rappelle, a été enclenchée par l'événement de l'attaque au couteau à Southport, donc, qui est une ville entre Liverpool et Blackpool, avec un assaillant du coup qui a tué trois très jeunes enfants, en blessant d'autres et en particulier des adultes dans une école de danse. Donc l'auteur de l'acte en fait a été arrêté sur place assez rapidement et son identité restera confidentielle selon l'ordonnance sur la non-publication en fait de l'identité des mineurs, donc qui est en vigueur au Royaume-Uni. Ça s'est passé le 29 juillet dernier. Et en fait, dès 5 heures, une première veillée s'organise sur les lieux de l'attaque pour rendre hommage aux victimes et à leurs proches, du coup. Sauf qu'entre-temps, forcément, l'information diffuse, circule déjà dans les médias, on va dire classiques, donc télé, radio, etc., sur Internet, mais est surtout relayée massivement sur les réseaux sociaux, mais avec ce vide sur l'identité de l'attaquant. Forcément, ça a été du pain béni pour les fascistes et les racistes qui ont finalement réussi à s'organiser dès 8 heures, donc le soir même de l'attaque, pour venir directement sur Southport, après du coup la veillée pour rendre hommage aux victimes, pour déjà commencer à saccager les quartiers et les villes. Forcément, ça a été ultra rapide, ultra violent, très rapidement. Southport n'a pas été la seule ville touchée par ces émeutes-là. On voit émerger sur l'ensemble des villes du territoire plusieurs différentes émeutes. On voit très clairement, en tout cas de ce que j'ai pu recenser, des cibles très particulières de ces attaques. On cible à la fois les quartiers dits quartiers d'étrangers,
qui seraient du coup co-responsables, co-coupables de cette attaque. On va aussi privilégier les lieux d'hébergement, les centres d'hébergement des personnes migrantes, des personnes réfugiées. On va également viser les lieux de culte musulmans, en grande majorité. À Middlesbrough, par exemple, il y a parmi ces personnes, des groupuscules qui ont décidé de filtrer la circulation dans les rues, donc soit en arrêtant les voitures, soit en arrêtant les passants, expressément en se basant sur la couleur de leur peau. Quand j'ai un peu regardé en plus l'histoire de Middlesbrough, c'est proportionnellement en 2023 la ville qui a accueilli le plus de réfugiés et de migrants. Donc je pense qu'il y a cet effet-là aussi à prendre en compte. Je parlais également des lieux de culte musulmans, donc forcément les mosquées ont été massivement ciblées. Il y a aussi par exemple à Burnley des cimetières qui ont été saccagés, des tombes de personnes musulmanes qui ont été saccagées. Pour l'exemple, entre guillemets, des hébergements de migrants, on a eu quand même à Rotherham une attaque d'émeutiers sur un hôtel hébergeant des personnes migrantes qui ont réussi à s'infiltrer à l'intérieur et à faire un départ d'incendie. Peu de personnes, heureusement, ont été blessées. Les blessés ont été plutôt du côté des émeutiers, qui se sont soit largement eux-mêmes fait mal, ou aussi ont pu, j'ai envie de dire, faker des attaques également au couteau, enfin voilà, se positionnant aussi en tant que victime. Alors bien sûr, il y a la répression policière, enfin voilà, les affrontements entre émeutiers et policiers, ça s'est passé sur l'ensemble des émeutes, enfin voilà, donc les blessés, entre guillemets, j'ai envie de dire, heureusement, étaient plutôt du côté de la police et du côté des émeutiers. Bon, c'est pas, enfin voilà, je cautionne pas ça non plus, mais heureusement il y a eu un moindre impact sur les personnes ciblées dans les hôtels, en tout cas dans l'hôtel à Rotherham. Donc forcément l'origine, en tout cas la motivation derrière cette violence commise par les individus faisant partie de ces émeutes est forcément raciste et islamophobe, hein, voilà, c'est paraît évident, et en fait font le lien aussi avec toute la série de rumeurs et de spéculations sur l'identité de l'attaquant au couteau de Southport. On accordait à ce jeune tout un tas d'étiquettes, n'est-ce pas ? Il a été à la fois syrien, il a été à la fois pakistanais, il a été à la fois migrant, très récemment arrivé sur un bateau avec il y a eu plein de potentiels noms à connotation musulmane. On lui a attribué l'étiquette de djihadiste notoire aussi. Et tout ce qui a relié ces spéculations et ces rumeurs sur son identité, tout cela a été relié aussi à la motivation de son crime, qui a été rapidement attribué à un crime anti-blanc. Les reportages de ces fausses identités multiples ont été aussi l'élément déclencheur de la viralité en fait, et une des raisons phares pour l'organisation des groupuscules d'extrême droite pour aller en représailles attaquer diverses communautés dans divers contextes variés, et notamment à favoriser la propagation de la haine en ligne en règle générale. Notamment ont été ciblés en ligne, je parle, des listes répertoriant des personnalités antiracistes, des avocats de l'immigration, des imams, enfin voilà, tout un vivier, on va dire, de cibles potentielles sur lesquelles pouvaient s'organiser du coup les groupuscules d'extrême droite. Suite à cela, et très rapidement, le juge en charge de l'affaire de Southport a pris la décision de passer outre l'ordonnance de confidentialité de l'identité de l'attaquant pour essayer de calmer un petit peu les ardeurs, protéger les populations ciblées et visées par
les violences. Et aussi les forces de l'ordre qui ont été perçues par les émeutiers comme complices d'un gouvernement beaucoup trop laxiste, pro-immigration, qui avait plus en faveur les étrangers que les Britanniques blancs qui sont défavorisés par les politiques immigrationnistes. La vérité a été rétablie, n'est-ce pas ? Mais sans surprise, ça n'a rien changé. De toute façon, on sait bien que les personnes qui ont participé à ces émeutes et qui ont cherché à justifier leur violence et leur haine n'étaient absolument pas préoccupées par la véritable identité. Et puis de se dire, ah ok, bon, c'est pas un migrant, ah ok, c'est pas un islamiste, donc on arrête de nos violences. Pas du tout. Je ne sais pas du coup si vous connaissez l'identité de l'attaquant. Non. Donc, c'est un natif gallois, donc du Pays de Galles, qui a 17 ans au moment des faits, mais qui va avoir qui a eu sa majorité là, il y a pas longtemps. Ce qui a été aussi un facteur sur la décision du juge, qui a estimé que, puisqu'il prenait sa majorité quelques jours ou quelques semaines, je ne sais plus, après les faits, finalement on pouvait révéler son identité plus tôt, qu'il y avait une espèce de passe-droit là-dessus, un peu plus évident. Donc c'est un natif gallois issu d'une famille de migrants du Rwanda, mais de confession chrétienne. Voilà. Donc, sauf que, voilà, comme je disais, sans surprise, ça n'a rien changé, parce qu'il restait de toute manière, à leurs yeux, un noir issu d'une famille de migrants. Voilà. Les problèmes structurels racistes au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, n'ont pas permis à cette véritable révélation d'identité de stopper la vague qui était en cours. N'hésitez pas après, si vous voulez qu'on revienne sur cette affaire, j'ai peut-être des informations un petit peu plus poussées à vous donner, mais je préfère passer directement aux causes et aux raisons de l'inefficacité en fait de la question raciste en Grande-Bretagne. N'hésitez pas à me relancer là-dessus tout à l'heure pendant les questions-réponses. Donc je me suis un peu penchée sur à la fois le cas des émeutes, de leur violence, et qu'est-ce qui a finalement contribué à l'essor de cette violence cet été, en sachant qu'en plus forcément ça fait un petit peu écho à ce qu'on a pu voir à Romans-sur-Isère cette année également. Je ne sais pas si vous êtes familier, voilà. Et donc je me suis un petit peu intéressée aux autres instances, en tout cas, de problèmes systémiques racistes, notamment au XXe siècle, pour un peu expliquer l'escalade de cette violence raciste. Au sein des groupuscules d'extrême droite qui ont participé massivement à ces émeutes, on retrouve la question du nationalisme nativiste, qui est assez ancré en Grande-Bretagne. Donc ça se rapproche des notions d'ethnocentrisme, ça se rapproche des notions d'impérialisme, voilà, et de la préférence, on va dire, nationale sur la question nativiste. Je me suis penchée sur un magnifique membre du Parti conservateur qui s'appelle Enoch Powell, qui en 1968 a prononcé un discours qui a été par la suite nommé le discours Rivers of Blood, donc fleuve de sang, qui était un discours pour s'opposer aux mesures antidiscriminatoires qui allaient prendre part dans une loi proposée par le Parti travailliste, donc des mesures antidiscriminatoires sur le logement et l'emploi. Ce discours-là était assez clivant dans la classe politique parce qu'il a vraiment mis on va dire dans ses mots, la problématique de
de l'immigration massive au détriment des populations blanches britanniques. Notamment, il préférait stopper complètement l'immigration non blanche, surtout celle provenant en tout cas des pays du Commonwealth. Donc, ce sont des États anciennement colonies ou protectorats britanniques qui, de fait, étaient de nationalité britannique. Et je le rappelle aussi, sujet du roi. Enfin, à l'époque, sujet de la reine. Il ne faut pas oublier que, du coup, pareil, de facto, je suis sujet du roi. Voilà. Donc, impérialisme, tout ça, truc très fun. Donc, il voulait stopper cette migration qui était déjà en cours pour éviter le peuplement massif de villes, de quartiers, par des populations non blanches qui seraient peut-être inspirées par les mouvements des droits civiques aux États-Unis et donc créeraient désordre, émeutes, etc., contre une population blanche dépossédée de ses privilèges, estimant à l'époque, donc en 1968, que d'ici 15 ou 20 ans, le noir dominera le blanc. Voilà, c'était sa rhétorique dans ce discours. Celui-là rappelle également qu'il n'existe pas de racisme au Royaume-Uni. Et s'il existe, si la discrimination existe, elle est normale car c'est un choix de l'ordre du privé dans lequel le gouvernement n'a pas à agir. Bon, finalement, la loi est quand même passée, heureusement. Mais ça marque vraiment un tollé au Royaume-Uni. Des suites de la prononciation de ce discours, il a été évicté du Parti conservateur par le chef du Parti conservateur. Une éviction qui a été très mal vécue par les Britanniques en soutien à ce qu'il disait dans ce discours-là. Donc on voit notamment une division dans le Parti conservateur qui estime que c'était beaucoup trop inflammatoire, contre la bienséance du débat, pas tellement pour des raisons de racisme, pas tellement pour des raisons de discrimination, juste en fait il a été trop mal dit, quoi. Voilà. Donc il est évicté de ce qu'on appelle le cabinet fantôme, qui est, je ne sais pas si c'est une notion que vous connaissez, mais voilà, donc dans lequel notamment a été Margaret Thatcher. Je le rappelle. Suite à ce renvoi, il se voit soutenu par beaucoup des personnes normales et des personnes de tous les jours. Il y a aussi également un soutien historique très, très bizarre et très ambigu d'une partie des dockers qui vont faire grève, qui vont réclamer le retour des Enoch Powell au sein du gouvernement. Dockers qui était... D'accord. Dockers qui était historiquement plutôt à voter travailliste et qui finalement ont... C'est passé très vite. Oh, oula. Oh là, bon, d'accord, je prends, voilà. C'est pas grave, je vais y aller beaucoup plus... Bon, du coup, ok. Bon, je vais essayer de raccourcir tout ça.
Donc, c'est un membre qui est massivement soutenu encore aujourd'hui. Enoch Powell représente une figure de proue, en fait, comme opposant au multiculturalisme, comme opposant à l'immigration de masse. Quand j'ai été voir un petit peu sur YouTube notamment, on voit des commentaires, des fils de commentaires qui disent qu'il avait raison. Enoch was right, c'est un slogan aussi qui est repris massivement, qui du coup expliquerait que oui, effectivement, 15-20 ans, le noir est dominant sur le blanc. Bon, j'ai passé vraiment en revue du coup. Et ça réaffirme du coup que le racisme est à la base de la nationalité. En tout cas au Royaume-Uni. Bon, je vais passer en revue. Dans les années 70 et 80, on a des émeutes qui font partie de l'émergence de l'ère du Paki bashing. Donc c'est des attaques qui visent particulièrement les personnes asiatiques. On a aussi des difficultés sur cette période de recenser ces violences parce que peu de plaintes sont faites. Il y a une méfiance, de toute façon, envers une police qui récolterait les plaintes elles-mêmes racistes et discriminantes. On voit aussi un glissement sur les personnes musulmanes avec l'avènement en 2000 des lois antiterroristes, en tout cas la guerre contre le terrorisme, à la fois après le 11 septembre et l'entrée du Royaume-Uni dans la guerre en Irak. Il y a aussi les attentats des bus et métros de Londres en 2005 qui vont attiser, en tout cas qui mettront de l'huile sur le feu également sur le ressentiment négatif envers toute personne qui serait vue comme musulmane. En 2011 aussi, il y a des émeutes qui éclatent principalement à Londres, enfin pas que, mais principalement à Londres, des suites de violences policières conduisant à la mort d'un noir dans un quartier à Londres. Ça a été une série d'émeutes qui a été comparée du coup aux émeutes de cette année et dont a été fait un rapport pour essayer de comprendre l'effet de ces émeutes-là, qui est un rapport du Guardian que je vous recommande de lire, qui s'appelle Reading the Riots. Le Brexit aussi a eu un impact super fort, n'est-ce pas, sur la mise en avant des propos racistes, xénophobes et islamophobes dans la sphère politique, mélangés avec l'euroscepticisme, mélangés avec l'idée de l'étranger comme ennemi dangereux, le migrant comme ennemi dangereux, engendrant aussi un surplus de 25% des violences contre les personnes non blanches, selon les estimations. Bon, du coup, je crois que j'ai été un peu trop explicite, donc tant pis, je vais passer. Et justement des figures de proue de l'extrême droite et l'ultra-droite qui ont favorisé du coup la mésinformation sur Internet, parce que ça va être trop long. Il y en a beaucoup trop, mais c'est pas grave. Je partirai aussi juste pour dire qu'il y a plusieurs acteurs de cette haine en ligne, notamment favorisés par la réintroduction de comptes bannis sur anciennement Twitter, X, donc des comptes qui ont été directement réhabilités par Elon Musk, qui a lui-même aussi participé à attiser la haine. Donc éventuellement, si vous avez des questions après, je pourrais vous en parler en détail, en long et en large. Une chose qui est ressortie de ce travail-là, c'est que il y a eu effectivement un soutien énorme et beaucoup de rassemblements antifascistes qui ont aussi émergé, que ce soit des manifestations en soutien des victimes de l'attaque au couteau, que ce soit des ras-le-bol, en fait, des ras-le-bol de ces émeutes-là. Il y a aussi une mobilisation massive pour protéger les lieux visés par les attaques. Beaucoup de collectifs aussi se sont mis en chasse sur Internet, notamment, pour
pour brider les discours haineux. Donc ça, je trouve que c'est déjà un effort ultra positif. Il y a aussi eu des propositions de nouveaux projets de loi aussi sur la sécurité en ligne, donc qui avait été initialement voté en 2023, mais qui là va être réexaminé pour s'adapter en fait au contexte actuel. Alors c'est aussi en partie parce que les collectifs antifascistes et antiracistes ont déjà fait un énorme travail là-dessus. Si vous avez besoin de ressources fiables, moi je vous conseille Hope Not Hate, qui fait un taf formidable et qui a été une ressource que j'ai beaucoup utilisée là pour faire mes recherches. Donc franchement, je vous le recommande. J'espère du coup que peut-être dans les mois qui suivront, il y aura le même travail aussi fourni sur les émeutes de 2011, qui recense en fait les intentions des personnes qui ont participé aux émeutes, d'essayer de faire le tri et de quantifier et d'arriver à mieux saisir toutes ces affaires-là. Donc, parce qu'en fait, il y a du coup une distribution assez nette de la hiérarchie dans les groupes d'extrême droite qui ont été à la tête de ces émeutes. Il y a une baisse des adhésions, que ce soit à l'IDL, donc l'English Defense League, mais aussi d'autres groupuscules néo-nazis qui, du coup, sur Internet, retrouvent un certain esprit collectif et où, en fait, les leaders, ou en tout cas, sont beaucoup plus des influenceurs. Ça se noie dans un marasme aussi. Presque aucun des grands influenceurs n'ont été reconnus comme instigateurs de ces violences-là, alors que foncièrement, ils y ont participé, de près ou de loin, que ce soit dans les urnes, que ce soit sur Internet, que ce soit en propageant toute la haine, que ce soit en réhabilitant des comptes, que ce soit en favorisant l'échange des messages. Et donc ça marque aussi cette nouvelle émergence de l'extrême droite moderne. Voilà, donc j'ai été trop longue, je suis désolée sur la première partie, mais on va pouvoir passer aux questions-réponses du coup. Ouais, qu'on enchaîne. Ouais, d'accord. Donc on va, si vous êtes d'accord, bien sûr, on va peut-être enchaîner avec la prochaine conférence que Livio va nous faire. Et puis après, on pourra faire un amalgame des questions-réponses après, si ça vous convient. Non ? Oui, bah ouais, bien sûr. Si vous avez des questions, je vous filme qu'avec autorisation, évidemment. Merci. Merci beaucoup pour ta présentation vachement travaillée, fouillée, etc. C'est super intéressant, j'ai appris plein de trucs. Juste une remarque avant de passer à la question. J'ai vu passer en fin d'été, je crois, une longue enquête dans le Guardian sur le profil sociodémographique des fachos qui ont participé à tout ça, qui avait l'air vachement détaillé, que j'ai juste survolé, mais je crois qu'il y a des choses qui sont parues à ce sujet. Et premièrement, je voulais te demander, donc tu as commencé à l'évoquer, mais je voulais savoir si les émeutiers justement étaient organisés politiquement ou de manière associative ou autre, enfin si c'était des organisations qui avaient structuré leur mobilisation violente et raciste, ou si c'était un peu spontané. Est-ce qu'il y a des orgas qui ont capitalisé là-dessus? Et tu as parlé du Parti conservateur, comment se sont positionnés là les Tories du coup? Est-ce qu'il y a une aile droite du parti qui essaye de capitaliser aussi dessus, et au contraire on a vu passer pas mal d'images qui ont fait du bien aussi de citoyens en fait qui sont mobilisés contre le fascisme, etc., qui est même physiquement sur place sur des lieux d'hébergement pour les migrants. Est-ce que, alors tu en as mentionné une que je me suis mis à suivre immédiatement sur Twitter, mais est-ce qu'il y a d'autres organes antifascistes qu'on pourrait suivre dont le travail est
intéressants, qu'est-ce que tu recommandes, ou alors qui sont particulièrement bien tenus là pendant cette période difficile? Alors je vais essayer de me rappeler de tout ça. L'organisation des groupes sur ces émeutes-là. Non, ça a été relativement désorganisé. Alors il faut savoir qu'il y a effectivement des membres actifs, enfin des anciens membres, notamment de l'English Defence League, qui est censé être démantelé à l'heure actuelle. Qui ont tenté des organisations avec des cibles bien précises. Après, malheureusement, ça a été beaucoup plus sporadique que ça, surtout dans les premiers jours suivant l'attaque au couteau. Je sais notamment que Active Patriots, qui regroupe plusieurs anciens membres de l'EDL, mais pas que, ont essayé notamment de partir en France pour essayer d'aller directement dans les camps de migrants à Calais, enfin en tout cas dans le Pas-de-Calais. Il y a Utopia 56 qui avait fait beaucoup de messages d'alerte là-dessus. Utopia d'ailleurs que j'ai contactés, qui m'ont pas encore répondu, mais je pense que c'était un peu trop récent. Donc effectivement, il y a plutôt des exemples comme ça de très organisés, mais malheureusement, ce que je vois, en tout cas, ce qui ressort pour le moment, c'est quand même plutôt sporadique. Le reste de la question. Oui, alors ça, pour le coup, beaucoup plus organisé. Oui, beaucoup plus organisé. Mais en fait, c'est des réseaux qui existent et qui existent à cause de cette menace de violence raciste. Donc non, c'était beaucoup plus organisé du côté antifasciste et antiraciste. C'est des choses qu'ils ont eu déjà l'habitude de faire, notamment de protection des populations et des lieux ciblés. Donc ça, pour le coup, c'est une belle victoire. Enfin, en tout cas, une belle chose. Pour un peu plus en détail, je vous conseillerais aussi de suivre une journaliste et une activiste qui s'appelle H. Sakar, qui a été celle que j'ai le plus essayé de suivre, avant, mais du coup encore plus pendant les émeutes, qui fait un travail aussi extraordinaire, et qui travaille aussi au Guardian. Donc voilà, c'est vraiment une personnalité qui est à suivre. Voilà. Merci.